Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Les précisions de Mohamed Boun Abdallah Dionne sur l'affaire Cité Tobago. Le Premier ministre qui a fait face aux députés cet après-midi explique les démolitions par le souci d'éviter des catastrophes qui peuvent résulter de ces constructions. Barthélémy Diaz refuse de répondre à la convocation de la sûreté urbaine après la destruction des panneaux publicitaires à Mermoz-Sacré-Cœur. Le député maire envisage même une plainte contre les régies publicitaires. Bonne nouvelle pour les populations dakaroises, 14 forages de 40 000 mètres cubes d'eau fonctionnels à partir du 15 juillet prochain. Le coût global est estimé à 7 milliards de francs CFA. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier santé. Voilà le sommaire de ce journal, tout de suite le développement. Nous démarrons cette édition avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui explique les démolitions à la Cité Tobago par le souci d'éviter des catastrophes causées par la présence de ces maisons autour des services aéroportuaires. Il faisait face aux députés cet après-midi. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Dissa Prera. Imaginons quand même qu'on puisse déplacer un mur d'aéroport sur 100 mètres, créer ses propres parcelles, les vendre 300 mètres carrés dans la zone de l'aéroport, ça ne coûte pas 2 millions de francs CFA, aucun titre. Et que vous vous arrangez, parce que c'est aussi le tabac général. Aujourd'hui, je voudrais dire que sur les 434 maisons concernées, 75% de ces maisons sont au niveau des fondations. Et sur les 434 maisons, 8 seulement familles y vivent. 8 familles. Et ces 8 familles n'ont pas été délogées. Je vous le disais en sommaire, Barthélémy Diaz refuse de répondre à la convocation de la sûreté urbaine pour une enquête préliminaire. Le député maire de Mermoz-Sacré-Cœur parle de complot contre sa personne. Il envisage même de porter plainte contre ses régies publicitaires. Il a fait face à la presse, compte rendu signé Pape Nderifal et El Hadji Mbaye. 5 proches collaborateurs du maire et l'entrepreneur présentés au procureur. Les choses semblent être sérieuses dans l'affaire de la destruction de panneaux publicitaires à Mermoz-Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz parle de complot orchestré contre lui. Je suis dans le viseur d'un complot politique. C'est un dossier qui a été comploté par l'ancien ministre des collectivités locales, Maître Oumar Youm. C'est de lui qu'il s'agit. Je rappelle les faits. Je rappelle que dans toute l'histoire politique du Sénégal, M. Oumar Youm est le seul ministre des collectivités locales qui s'est permis de traiter un maire que je suis d'incompétent et d'ignorant. Et j'ai été dans l'obligation de lui rendre cette insulte en lui demandant de se regarder dans un miroir le matin au réveil. 28 panneaux publicitaires installés après l'interdiction préfectorale. Barthélémy Diaz donne un ultimatum. Les régies publicitaires se sont permis de poser sur le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur 28 autres panneaux sans aucune autorisation administrative. Il y a des noms, dont un certain nom qui revient souvent, c'est le nom de Abdoulaye Papis Thiam. Ce matin, dans la presse, le nom d'une personne a été cité, Dani Bougane Gueye, et qu'ils pensent qu'ils ont pour nom Ali Mané. Ali Mané est un camarade socialiste. Ce monsieur considère qu'il ne doit pas payer l'impôt parce qu'il est militant du Parti socialiste. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur appelle le procureur à libérer les détenus et menace de saisir l'OFNAC. Nous avons déposé une plainte à l'OFNAC pour détournement des deniers publics, pour enrichissement illicite. Le député maire socialiste parle d'une décision municipale et non d'une affaire Barthélémy. Pour rappel, il refuse toujours de répondre à la convocation devant la sûreté urbaine, convocation qu'il considère comme illégale. Barthélémy Diaz doit répondre à la convocation de la sûreté urbaine tant qu'un acte de poursuite n'est pas posé. Sinon, ce sera une immunité de trop. C'est l'avis de Maître Bamba Sissé, avocat à la Cour. Je vous propose d'écouter ses explications. Il est interrogé par Amam Biram Diouf. Le principe, c'est que le député à l'Assemblée a une immunité.
lorsque l'Assemblée est en session. Ça, c'est constant et on sait que l'Assemblée est en session. Donc, il ne peut être poursuivi que si l'Assemblée l'autorise. Par contre, le débat est de savoir si une simple convocation constitue en droit un acte de poursuite. Ma position, c'est que la convocation ne peut pas être considérée comme un acte de poursuite. Si maintenant la personne qui se dit député à l'Assemblée nationale est devant les enquêteurs et que les mêmes enquêteurs lui déclinent l'objet de la convocation et également lui notifient une garde à vue, dans ce cas, il peut refuser de se plier à cette décision parce que la notification de garde à vue en droit est un véritable acte de poursuite. De même qu'il en est du soit transmis du procureur de la République, qui une fois notifié également, constituerait un acte de poursuite. Dans la pratique judiciaire du Sénégal, on vous délaisse des convocations vous disant une enquête vous concernant ou affaire vous concernant. Or, on doit préciser le motif réel de la convocation. Vers une amélioration dans l'alimentation en eau à partir du 15 juillet prochain à Dakar. 14 forages vont être fonctionnels avec un objectif de 40 000 mètres cubes d'eau. 4 nouveaux forages vont être bientôt réceptionnés à Liberté 6, à la Foire et à Nord-Foire, entre autres. Le coût global est estimé à 7 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique donc a effectué une tournée dans les différents sites en compagnie de nos reporters Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. À la Médina, dernière étape de la visite de la délégation ministérielle de l'hydraulique, celle-ci est accueillie par un chapelet de revendications. Vraiment, à chaque fois que nous c'est sûr que les forages que nous venons de visiter, qui rentrent dans le cadre du programme de sécurisation de Dakar, vont contribuer à l'amélioration de la production en eau au niveau effectivement de l'alimentation en eau potable de Dakar. On est le 26, je pense. Nous sommes à peu près à 27 000 mètres cubes jour. Le 30 juin, on sera à peu près aux alentours de 37 700 mètres cubes jour, c'est-à-dire 94% donc de l'objectif fixé. Le ministre de tutelle tempère et rassure les populations. Les zones qui présentaient des difficultés, telles que Nord-Foire, normalement, Nord-Foire verra en tout cas sa desserte améliorée. Des zones comme Konachap connaîtront une amélioration. Et toute la zone qui se trouve autour de Liberté 6, extension, effectivement, parcelle unité 26, normalement, ces zones-là verront leur desserte en eau améliorée. Et nous sommes dans cette dynamique-là. C'est un programme qui a coûté 7 milliards à l'État. Et effectivement, c'est dans une dynamique d'améliorer la condition de vie des populations de Dakar. Mansour Faye annonce en outre une batterie de mesures pour alléger les souffrances des consommateurs. Nous osons espérer qu'au plus tard, d'ici le 15 juillet, les forages du site de Cissesse, du camp Leclerc et présentement ici à Nord-Foire, ces forages-là seront fonctionnels au plus tard le 15 juillet pour les deux et vers la fin du mois de juillet pour le troisième, pour atteindre plus de 40 000 mètres cubes jour. Le ministre Mansour Faye a profité de la tournée pour lever tout équivoque sur la supposée crise entre la SDE et la SONES. Selon la tutelle, il n'en est rien et il s'est en outre réjoui des efforts consentis par les deux entités. Les pénuries d'eau à Dakar, bientôt en mauvais souvenir, la SONES et la SDE annoncent l'édification de 2 usines de dessalement des eaux et un autre ouvrage comme celui de Keur Montmarsar pour résorber le déficit en eau. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec les deux directeurs généraux de ces deux sociétés. Les grossesses précoces dans le milieu scolaire plombent la scolarité des filles. Plus de 54% des écolières qui en sont victimes abandonnent les études. Cela fait l'objet d'une étude du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population. Entre autres mesures préconisées, la multiplication des inspections médicales dans tous les départements du Sénégal. Fatou Kinedem et Momodou Diouf. Entre 2010 et 2014, 1971 cas de grossesse précoce ont été recensés en milieu scolaire. La région la plus touchée, Sédhiou. Une bonne partie, en tout cas, de ces grossesses précoces concerne donc principalement donc la région de Sédhiou avec 30%, Kolda, vous avez également Tambacounda et la région donc de Matam. La plupart donc de ces grossesses précoces interviennent entre 13 ans et 17 ans.
L'étude révèle également que les enseignants présumés auteurs du phénomène ne représentent que 2,02%. Plus de 70% des ruptures de grossesse sont l'œuvre des élèves eux-mêmes, des jeunes et des étudiants donc, dans les localités que nous avons enquêtées. Cela ne veut pas dire que les enseignants donc, sont exempts de reproches. Vu l'ampleur du phénomène, des pistes sont ainsi dégagées pour maîtriser la donne. Nous pensons qu'il est important de développer une santé scolaire de proximité à travers la mise en place de structures de l'IME au niveau des départements, mais également au niveau des établissements scolaires de plus de 1500 élèves, de disposer d'une infirmerie, mais aussi également au niveau également de la communauté éducative, que cette communauté éducative s'implique davantage dans cette école. Les grossesses précoces, un fléau qui ralentit les performances scolaires des filles. 54,43% abandonnent leur scolarité, un frein pour le développement. Et puis l'ONU-DC est ravie de l'exemple du Sénégal dans la prise en charge des personnes victimes d'addiction aux drogues en prélude à la célébration de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue prévue ce 26 juin. Le représentant de l'organisation onusienne a visité le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar en compagnie de nos reporters Mansour Sow Junior et Modou Diop. Le trafic et l'abus de drogue, une menace pour la sécurité et la stabilité de nos États, un véritable problème de santé publique. Et selon le dernier rapport de l'ONUDC, plus de 6 millions d'usagers de drogue se trouvent en Afrique, dont 1,5 million en Afrique de l'Ouest. D'où l'urgence de tirer la sonnette d'alarme. La cartographie n'est pas très bonne. On s'aperçoit que sur l'Afrique de l'Ouest, les tendances sont croissantes. La cocaïne continue à arriver de manière, je dirais, régulière. On voit de plus en plus d'héroïne qui arrive. Auparavant, l'héroïne n'existait pas ici. Je parle au niveau des trafics ici. On voit de plus en plus d'héroïne qui passe par la sous-région. La sous-région ouest-africaine est donc devenue une plaque tournante de ce trafic illicite. Un tableau sombre dû à un certain nombre de facteurs exogènes. Les marchés historiques de la drogue, des drogues, je vais dire, des drogues appelées dures, héroïne, cocaïne, méthamphétamine, sont sursaturés. L'Europe est sursaturée. L'Amérique du Nord, Canada sont sursaturés en drogue. Donc, les criminels ont besoin de trouver des marchés émergents. La niche que l'on rencontre actuellement, eh bien, c'est l'Afrique. Au Sénégal, le CEPIAD, avec seulement 4 mois d'existence, est en phase de devenir un bel exemple de success story en matière de prise en charge intégrée de personnes victimes d'addiction aux drogues. S'il s'agit, si vraiment on se rend compte que c'est quelqu'un qui a besoin de soins, il y a un programme de soins qui lui est proposé, notamment s'il s'agit des personnes qui ont une addiction sévère à l'héroïne. Il y a un programme qui est mis en place et qui est gratuit parce qu'on sait que la dépendance à l'héroïne, c'est un problème, c'est très difficile, c'est très délicat. Il y a le programme Méthadone qui est là, qu'on leur propose aussi. La consommation et la dépendance aux drogues touchent une bonne frange de la population, notamment les jeunes. Au Sénégal, ce phénomène a fini d'envahir le milieu scolaire. Une situation qui cadre bien avec le thème de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Mobilisons-nous pour une école à l'abri de la drogue. En mot de sport, tout est fin, prêt pour l'Assemblée générale élective de la nouvelle fédération sénégalaise de basketball. Donc l'Assemblée générale se déroulera le samedi prochain, donc samedi 27 juin à 9h, à l'issue du vote en bureau fédéral. 33 membres donc sera élus. 2 candidats sont en lice pour le poste de président et 44 au comité directeur. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé Pape Chardiac et Modou Diop. J-2 avant l'Assemblée générale élective de la future Fédération sénégalaise de basketball, tout fin prêt selon le président du CNBS, une élection à 3 scrutins pour élire un bureau fédéral de 33 membres. Il y aura 3 scrutins. Le premier va porter sur l'élection du président. L'élection va porter sur les 2 candidats dont la candidature est recevable, c'est-à-dire M. Mathieu Faye et M. Babacar Ndiaye. Le deuxième va porter sur l'élection des 25 membres du comité directeur. Après, nous installerons le comité directeur qui lui-même, sur proposition du président, va voter le bureau fédéral.
Pour plus de transparence et de crédit, l'élection se déroulera en présence du président de FIBA Afrique. La fédération internationale sera là, elle sera représentée par son président Afrique, qui est le président Amagnan, qui est connu des Sénégalais, ancien président de la Fédération malienne de basket, ancien ministre des Sports du Mali, et donc il sera là pour justement renforcer le crédit et montrer l'importance que la FIBA donne à cette élection et au retour normal d'une fédération forte dans des conditions libres, transparentes et démocratiques du Sénégal. Sur les 33 membres du futur bureau fédéral, 7 seront cooptés par le ministère des Sports. 72 délégués des clubs régulièrement affiliés prendront part au vote pour élire soit Maître Babacar Ndiaye ou Mathieu Faye comme président de la future fédération sénégalaise de basketball. Le dossier santé à présent, le jeûne et ses vertus. Bon nombre de jeûneurs guérissent de certaines maladies à condition de le faire correctement et d'observer une alimentation saine, équilibrée et variée à la rupture. Donc c'est l'objet de notre dossier du jour, signé Mam Biram Diouf et Younous Diatta. Les personnes à qui il n'est pas déconseillé de jeûner gagneraient à observer le jeûne durant ce mois béni car le jeûne est extrêmement important pour l'organisme. Dans le cadre du jeûne, chaque fois qu'un individu mange, il met en branle tout ce qui est le tube digestif, mais aussi le foie, le pancréas, les autres organes. Il met en branle le cœur avec la circulation sanguine, il met en branle le cerveau. Donc tout ceci est mis en branle à chaque fois qu'un individu mange. Donc il est évident que si un individu jeûne, tous ces systèmes-là sont au repos. Des bienfaits du jeûne que dit noter personnellement Souleymane. Depuis le début du Ramadan, je me sens très bien. Franchement, je suis en pleine forme. Le fait de manger, le petit déjeuner, le repas de midi, le soir aussi, franchement, c'est trop quoi. Pour par exemple un sujet obèse, perdre entre 5 et 10 kilos, c'est possible à condition de surveiller son alimentation après la rupture du jeûne. La perte de poids, c'est d'abord une perte de graisse, ce qui veut dire qu'il y a un bienfait par rapport à ce sujet, à qui on doit faire perdre de la graisse par un régime alimentaire. Donc s'il jeûne, il perd de la graisse, mais à condition, après la rupture du jeûne, de ne pas vouloir rattraper exactement tout ce qu'il avait perdu pendant la journée. Donc déjà, quelqu'un qui jeûne pendant un mois peut perdre entre 5 et 10 kilos très facilement lorsque c'est un sujet obèse. Mais même celui qui n'est pas obèse, en général, perd de la graisse, 3 ou 4 kilos de graisse. Depuis que je jeûne, je ne souffre d'aucune maladie. Et pourtant, je cuisine tous les jours. La possibilité également de désintoxiquer l'organisme rien qu'en suivant le jeûne. Il est évident que celui qui mange trop sucré, qui mange trop gras, celui-là, il s'expose à des maladies. Donc le ramadan, en fait, vient pendant un mois pour détoxiquer, diminuer cette intoxication-là. Mais encore une fois, je dis, à condition que l'individu, pendant cette période-là, respecte un certain nombre de principes alimentaires. Depuis que j'ai commencé à jeûner, je n'ai plus de maux de ventre. Je me sens vraiment à l'aise et le business marche bien. Mois béni de Ramadan, en profiter tout en suivant le jeûne pour se sentir en pleine forme. Mambiram Diouf, merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. À présent, la parole est à la permanence avec Bouba qui est déjà en place. Bonsoir, cher Didiane, et merci. Merci beaucoup. Bon dogu. Merci, même si c'est déjà fait. À tout de suite.